Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'une des affaires les plus troublantes qui ait secoué le calme d'un quartier résidentiel en apparence sans histoire. Nous sommes au début de l'année 2024, dans la banlieue paisible de Sherwood Park, non loin d'Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada. À cette période, l'hiver a recouvert les rues d'un épais manteau de neige, et l'air est cinglant. Les gens se dépêchent de rentrer chez eux après leur journée de travail. Les enfants se dépoussièrent les bottes en caoutchouc pour se réchauffer vite dans la chaleur de leur salon. Et pourtant, derrière cette quiétude apparente, le destin d'un jeune garçon allait basculer dans l'horreur, avant de conduire toute une communauté à se lancer dans une quête effrénée de vérité. Je vous invite à m'encourager d'un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera chaud au cœur et me permettra de continuer à vous proposer des histoires de ce genre. Voici donc l'histoire bouleversante d'un garçon prénommé Noah Carter, âgé de seulement 11 ans. Noah est un enfant frêle, des taches de rousseur constellant ses pommettes et une chevelure couleur de feu qui contraste avec son regard d'un bleu saisissant. Dans sa classe, il passe souvent inaperçu malgré sa stature discrète, mais ses professeurs remarquent son intelligence vive et sa curiosité pour de nombreux sujets. Passionné de jeux vidéo et de bandes dessinées, il découvre dans ses univers imaginaires un refuge qui lui permet d'échapper au brouhaha du monde extérieur. Ses camarades ne savent pas grand-chose de lui, hormis qu'il est plutôt du genre solitaire. Il dessine beaucoup, fabrique des scénarios dans sa tête et, quand on essaie de l'approcher, il répond poliment, mais sans grande chaleur. Ses parents sont séparés. C'est du moins ce qu'on suppose, car dans la maison où il vit, on ne voit guère de figure paternelle. Sa mère, Emily Carterova, une femme de 35 ans, est infirmière aux urgences dans un hôpital avoisinant. Elle a des cheveux sombres, bouclés, portés souvent en chignon pour des raisons pratiques, et on peut deviner l'épuisement qui se lit en permanence sous ses yeux. Cernes marquées, traits tirés. Cette fatigue n'est pas qu'une résultante de son métier. Elle jongle entre le souci de subvenir aux besoins de son fils et une culpabilité latente de ne pas être davantage présente à la maison. Entre les longues gardes, les allers-retours à l'école pour Noah, les courses, les factures, elle donne tout ce qu'elle peut, mais elle a souvent l'impression de passer à côté de l'essentiel. Pourtant, malgré ces obstacles, Emily chérit son enfant plus que tout, même si elle a du mal à trouver le temps de le lui prouver au quotidien. Noah n'a pas vraiment beaucoup d'amis. Il se rapproche plus d'adolescents ou de jeunes adultes avec lesquels il partage certaines passions ludiques ou créatives. Depuis l'année précédente, une adolescente du voisinage, Sarah Whitmanova, passe régulièrement chez lui pour le garder, surtout lorsque sa mère a des horaires de nuit. Sarah a 17 ans. Elle est en terminale dans le lycée du secteur. Elle est grande, mince, avec un teint clair. Ses cheveux blonds platine encadre son visage aux yeux malicieux, presque félins. C'est une jeune fille dynamique qui se dit passionnée par les nouvelles technologies et qui gère même un compte de streaming en ligne où elle publie des vidéos de jeux vidéo et de montage graphique. On la connaît sous le pseudonyme Shadow J et elle est plutôt populaire sur les réseaux pour son humour et ses talents d'illustratrice numérique. Quand elle s'occupe de Noah, elle arrive souvent la tête couverte d'un bonnet, arborant des écouteurs gigantesques autour du cou. Elle explique qu'elle fait beaucoup de montage sonore pour ses lives. Noah, de son côté, est tout content d'avoir une babysitter branchée, avec qui il peut partager des jeux. La vie de ce foyer semble ordinaire, ou du moins, rien ne laissait présager les terribles événements qui allèrent se produire. Dans l'entourage plus large de la famille, on trouve peu de proches. Emily n'a pas de frère ni de sœur sur place, et sa mère, la grand-mère de Noah, habite dans une autre province et ne vient que pour les grandes occasions. Les voisins immédiats sont vagues.
On voit parfois un ou deux couples échanger quelques mots avec Emily. L'un d'eux vient frapper pour lui demander si tout va bien, ou amène un plat réconfortant dans les jours de grosses tempêtes. Mais tout cela reste assez superficiel. Noah, pour sa part, tisse un rapport particulier avec l'entretien de la maison et le bricolage, car un certain Miguel Alvarez, un homme de 39 ans, vient régulièrement régler divers problèmes de plomberie ou de chauffage. Cet homme, qu'on appelle parfois l'homme à tout faire, est chargé de la maintenance dans l'école de Noah et propose ses services aux familles du quartier pour des travaux ponctuels. Miguel est grand, costaud, porte quelques tatouages sur ses avant-bras musclés, des engrenages et des motifs industriels, un style inattendu pour un employé de l'école. Son air taciturne, voire intimidant, suscite parfois la méfiance de certaines personnes. Pourtant, de l'avis de ceux qui le connaissent un tant soit peu, il n'a jamais posé de soucis. Son logement se trouve un peu à l'écart, dans une zone moins résidentielle. Il ne parle pas beaucoup, mais répond toujours volontiers quand on lui demande de vérifier une chaudière ou de réparer un robinet. Rien n'indique alors qu'il puisse être dangereux. L'histoire commence réellement un certain 12 janvier 2024, quand Noah disparaît sur le chemin de l'école. Il fait froid, la neige craque sous les pas des enfants qui se rendent en cours. D'ordinaire, Noah rentre directement vers 15h30 à la maison, sans traîner. Emily, qui est censée travailler ce soir-là, a prévenu Sarah, la babysitter, pour qu'elle garde le garçon vers 17h. Mais à 16h passées, aucune trace de Noah. D'abord, Emily se dit qu'il peut y avoir un retard de bus ou qu'il est passé chez un camarade. Elle l'appelle sur son téléphone portable, il ne répond pas. Elle le cherche autour de l'école. Personne ne se rappelle l'avoir vu sortir. L'anxiété la gagne. Elle appelle la police, encore un peu hésitante, mais consciente que quelque chose cloche. Ce n'est pas dans les habitudes de son fils de disparaître sans prévenir. Dans les heures qui suivent, l'inquiétude se transforme en panique. Aucun message, aucun indice. L'unique chose qu'on retrouve au bord d'une route non loin de l'école, c'est un morceau déchiré du sac à dos de Noah, dont la sangle semble avoir été tranchée ou arrachée. La neige autour ne présente pas de traces nettes à cause du vent qui a soufflé toute la journée. On n'a que ce bout de tissu sombre, un silence oppressant, et ce vide qui soudain se crée dans le quotidien d'Emily Carterova. Les autorités lancent immédiatement un avis de recherche. Des patrouilles tournent dans les rues. Des hélicoptères survolent la zone. Les voisins se proposent de participer à des battues. On plaçarde la photo de Noah un peu partout, dans les commerces, dans l'entrée de la bibliothèque municipale, aux abords des écoles. Les médias locaux s'emparent rapidement de l'affaire, car la disparition inexpliquée d'un garçon de 11 ans en plein après-midi fait l'effet d'un électrochoc. Dans un premier temps, on suspecte un prédateur inconnu, un étranger de passage, un criminel isolé qui aurait repéré Noah au détour d'une rue. Les habitants de Sherwood Park se montrent plus prudents, veillent à raccompagner leurs enfants à l'école, vérifient la présence d'inconnus devant chez eux. Pourtant, au fil de l'enquête préliminaire, les policiers interrogent plusieurs connaissances de la famille Carter. La babysitter, les collègues d'Emily, l'homme qui habite juste en face, etc. Les soupçons semblent se porter sur Miguel Alvarez dès qu'on apprend qu'il effectuait, ce jour-là, une série de réparations dans différentes maisons du quartier. Il aurait été aperçu près de l'école pour une intervention sur un système de chauffage. Certains affirment l'avoir vu rôder aux abords d'un parc. Les rumeurs se propagent. Miguel est un homme discret, qui vit seul, qui a l'air mystérieux. De plus, il aurait déjà eu des altercations verbales avec des voisins à propos de bruit, d'après 1 ou 2 témoignages flous. Assez vite, le sentiment collectif se cristallise. C'est sûrement lui qui est derrière cette disparition. Mais la police, qui n'a encore aucune preuve tangible, essaie de mener l'enquête méthodiquement.
et relève consciencieusement les indices dans l'école, autour de la route où a été retrouvé le morceau de sac, ainsi que dans la maison de la victime. Les enquêteurs principaux, 2 inspecteurs chevronnés, se heurtent à un manque cruel d'éléments matériels. Le kidnappeur, quel qu'il soit, a agi avec méthode ou a eu la chance de profiter d'une faille dans la surveillance. Pendant ce temps, Emily commence à recevoir des messages anonymes sur les réseaux sociaux, tantôt la blâmant de sa négligence, tantôt lui promettant de l'aider à retrouver Noah. La pression est énorme. Les premiers jours se transforment en semaines. On est maintenant en février. Les températures chutent encore davantage et la neige s'entasse le long des trottoirs. L'espoir de retrouver Noah sain et sauf ne faiblit pas dans le cœur de sa mère, mais les investigations semblent piétiner. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'existe pas d'empreinte nette, pas de témoignage clair, pas de demande de rançon, pas la moindre piste solide. Certains proches évoquent des problèmes personnels de Noah, comme son tempérament un peu renfermé. D'autres pointent la responsabilité d'Emily, suggérant que peut-être elle connaissait le ravisseur, voire qu'elle aurait un secret. Les rumeurs, déformées par la peur et l'ignorance, créent un climat malsain autour de cette affaire. Pendant tout ce temps, Sarah, la baby-sitter, a l'air terriblement affectée. Elle publie sur ses comptes en ligne des messages de soutien à la famille, mobilise sa petite communauté de fans pour partager l'avis de disparition. Les gens la soutiennent. Après tout, elle paraît si dévouée, si proche de Noah. On la voit verser des larmes à la télévision, au journal local, où elle explique combien le garçon lui manque, que c'était comme un petit frère pour elle. Pendant ce temps, personne ne se doute que Noah est retenu prisonnier dans un abri souterrain, à 8 kilomètres de la ville, sous une vieille ferme abandonnée. Une vieille ferme décrépite, jadis utilisée pour l'élevage de bétail, avec un grand bâtiment principal dont le toit s'est partiellement effondré, et un silo à grains rouillés, perdu au milieu des champs gelés. En dessous se trouve un espace en béton, sorte de bunker dont l'existence n'est pas apparente. C'est là qu'on garde Noah enfermé. Les murs suintent l'humidité, la lumière est dispensée par un unique néon, et le froid s'insinue par toutes les fissures. Sur une table de fortune trône un ordinateur qui diffuse en continu un flux vidéo encrypté sur le darknet. La personne qui tire les ficelles de cet enfer se fait appeler l'administrateur. Autour de lui, un public invisible, composé de dizaines de personnes issues de différents pays, se connecte pour voter et décider des actions ou punitions infligées au jeune garçon. On lui impose des épreuves, on l'humilie parfois, on lui interdit de dormir plus de quelques heures consécutives. Il subit des contraintes incessantes, forcé de suivre les consignes dictées par ces anonymes qui paient en crypto-monnaie pour avoir le droit de décider de sa vie. Noah, pétrifié, conscient du danger, est pourtant encore sous l'emprise d'une illusion. Au début, il a cru que c'était une aventure orchestrée par quelqu'un qu'il connaissait, un jeu malsain dont il sortirait vite, et il espérait peut-être que cela attirerait l'attention de sa mère, qu'elle passerait plus de temps avec lui. Puis, les jours passant, il a compris la cruauté de la réalité. Sa souffrance n'est pas feinte. Son seul réconfort réside dans l'espoir d'échapper à ce cauchemar. Vers la mi-février, un rebondissement. Emily reçoit un colis anonyme par la poste, un livre de bande dessinée, Hellboy, que Noah adore. À l'intérieur, les pages semblent intactes, mais en y regardant de plus près, on remarque des modifications microscopiques, comme si quelqu'un avait collé de petites étiquettes transparentes. Emily, aidée d'un proche qui s'y connaît en informatique, parvient à comprendre qu'il s'agit de microcodes QR dissimulés au fil des vignettes. Chacun mène à des segments de vidéos en ligne, hébergés sur une plateforme secrète, exigeant un mot de passe. On y découvre des extraits sinistres, où l'on peut distinguer Noah, les yeux hagards, assis dans une pièce grise, apparemment en sous-sol. L'image est floue,
le son est brouillé, comme si quelqu'un avait sciemment masqué la voix. C'est la première preuve tangible que Noah est en vie. Pour Emily, c'est un espoir immense, mais aussi un choc indicible. Son fils semble prisonnier, contraint à des défis qu'elle ne parvient pas à comprendre. Les enquêteurs, aussitôt mis dans la confidence, sollicitent leurs experts en cybercriminalité. Ils constatent que les codes mènent à un réseau clandestin, où les utilisateurs payent pour voir un jeu sordide. Un enfant enfermé, manipulé, réduit à l'état de marionnette. Or, le flux vidéo en direct est protégé par des serveurs anonymes, si bien qu'on ne peut pas localiser l'émetteur. Les seules pistes, ce sont des détails sonores de fond. On entend parfois un bourdonnement, sorte de ronronnement métallique qui ne ressemble pas exactement à une pompe ordinaire. Les enquêteurs suspectent qu'il pourrait s'agir d'un bruit de climatisation industrielle ou d'un vieux générateur. Mais ils ne peuvent pas encore l'identifier clairement. Néanmoins, la certitude que Noah est vivant galvanise tout le monde. Emily supplie les forces de l'ordre d'agir vite, de multiplier les perquisitions. Nous avançons ensuite dans les semaines qui suivent. Mars, avril, mai passent. Les neiges ont fondu, l'été approche et avec lui, la lourde chaleur qui s'installe. Sur l'écran où Noah est retenu, l'éclairage change, la température aussi, mais le supplice continue. Dans la communauté, on commence à se lasser de cette affaire qui n'a pas de dénouement. Les médias en parlent moins, la police reste discrète sur ses progrès. Pourtant, il se passe beaucoup de choses en coulisses. Les forces de l'ordre s'acharnent sur l'analyse du flux vidéo pour y trouver des indices. Un écho, un bruit, une image reflétée. Les enquêteurs interrogent Sarah, la babysitter, à plusieurs reprises, car elle voyait Noah presque tous les jours. Elle se dit terriblement choquée, essaie de coopérer, mais n'a rien de plus à révéler. On fouille son ordinateur, ses messages, tout semble normal. On retient plus d'une fois Miguel Alvarez dans le collimateur. On scrute ses historiques de déplacement. On essaie de perquisitionner son domicile. Il y a bien quelques preuves qu'il s'est rendu dans des endroits isolés autour de Sherwood Park, car il est souvent appelé pour des réparations dans des bâtiments industriels ou agricoles abandonnés. Il se montre peu bavard, et cela alimente la défiance à son égard. Les inspecteurs chargés du dossier, qui ont de l'expérience dans les affaires de kidnapping, s'interrogent. Il n'existe aucune preuve directe contre Miguel, juste des coïncidences. On essaie alors de mettre son téléphone sur écoute, de tracer ses appels, de vérifier ses comptes bancaires, au cas où il recevrait de l'argent suspect. Rien n'apparaît. Les parents d'élèves de l'école exigent parfois que Miguel soit limogé, mais l'établissement maintient qu'aucune charge n'a été retenue contre lui. Soudain, un second événement bouleverse la donne. Fin juin, Emily reçoit un autre envoi, cette fois sous forme d'une clé USB insérée dans une enveloppe sans expéditeur. Sur cette clé, on trouve des extraits audio du même flux clandestin, mais certains bruits de fond sont plus audibles. Les experts en acoustique entrent en scène. Ils comparent ce bruit incessant à des bases de données sur les modèles de climatisation existants dans la région. Un type particulier de climatiseur industriel, utilisé dans un vieux bâtiment de transformation alimentaire, a équipé seulement 3 sites autour d'Edmonton, dont cette fameuse ferme abandonnée, à l'écart de la ville. Cette piste mène alors la police à s'y intéresser de près. On découvre que Miguel y a accès, car il a été mandaté par une compagnie qui avait acheté la ferme il y a quelques années pour y stocker du matériel. S'agit-il de la preuve définitive impliquant l'homme à tout faire? Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Le 1er août 2024, une équipe spéciale d'intervention se rend à la ferme. On imagine déjà y trouver Noah et possiblement Miguel comme geôlier. Quand ils entrent dans le bâtiment principal, plâtre écaillé, poutres effondrées, odeur de moisi, ils ne dénichent que du désordre, des caisses vides.
Mais en fouillant minutieusement, ils repèrent une trappe scellée sous de vieilles planches, menant à un espace en sous-sol. Les agents descendent, armes au poing, prêts à faire face à toute forme de résistance. Les lampes torches balaient l'obscurité et finissent par illuminer un spectacle effroyable. Noah est là, prostré, les yeux cernés, le visage amaigri. À côté de lui, Miguel Alvarez est allongé, inconscient, bâillonné et attaché avec des liens de serrage en plastique, exactement comme Noah, sauf que l'enfant, lui, est encore capable de se mouvoir. On remarque un ordinateur monté sur une table de briques et de broc, une caméra braquée sur le garçon. La pièce pue la sueur, la moisissure et la peur. Les policiers se précipitent pour détacher Noah et vérifier l'état de Miguel. Il est encore en vie, mais mal en point, assommé, drogué. Aucune trace du véritable ravisseur. Cette personne est partie quelques heures plus tôt, sans doute alertée de l'imminence du danger, ou alors elle a tout simplement préparé la fuite. Immédiatement, Noah est évacué vers l'hôpital. Les médecins constatent un tas de déshydratation sévère, des contusions, un choc psychologique majeur. Il ne parle presque pas, comme s'il se murait dans le silence pour se protéger, ou peut-être parce qu'il ne sait plus distinguer le rêve de la réalité. Miguel, encore sous l'effet d'un sédatif inconnu, est emmené pour examen. Au départ, tout le monde pense qu'il a simulé la situation pour ne pas être arrêté, mais on réalise vite qu'il est réellement victime, lui aussi, comme s'il avait été piégé. Les enquêteurs récupèrent alors la caméra de surveillance installée dans la pièce, ainsi que l'ordinateur. Les données sont partiellement cryptées, mais ils accèdent quand même à des extraits vidéo. Et c'est là que le coup de théâtre se produit. On découvre un visage inattendu qui apparaît sur l'enregistrement, quelques minutes avant l'arrivée de la police. Il s'agit de Sarah Whitmanova, la babysitter de Noah. Elle porte ses gants, ses cheveux blonds sont relevés en queue de cheval, et elle s'approche du garçon pour lui donner une substance dans un verre en plastique. Juste avant, on la voit entourer le cou de Miguel d'un bras pour lui injecter quelque chose. Puis, elle manipule l'ordinateur. Tout se brouille. La vidéo coupe. Quand le signal reprend, on voit que Sarah a disparu. Noah gît sur le sol. Les indices sont accablants. Sarah est l'administrateur, la personne qui gérait la plateforme de streaming clandestin. Le puzzle commence alors à se recomposer. La babysitter n'a pas seulement profité de son accès régulier à la maison de Noah pour préparer son coup, elle s'est en plus servie de la réputation taciturne de Miguel pour en faire un suspect idéal. Lorsqu'elle a compris que la police était sur sa trace, elle a voulu tout régler avant de déguerpir, quitte à laisser derrière elle 2 otages drogués. Dans les jours qui suivent, Noah se réveille dans son lit d'hôpital, à moitié suivi psychologiquement. Il révèle des bribes de la vérité à ses psychologues et aux enquêteurs. C'est Sarah qui l'a convaincu de participer à une fausse disparition au début, prétendant que cela permettrait d'attirer l'attention d'Emily, la mère de Noah, et de gagner un peu d'argent grâce à un concept de live. Noah, qui se sentait parfois délaissé, aurait naïvement accepté au tout début, croyant que ce serait un jeu inoffensif. Mais les choses ont vite viré au cauchemar. Sarah avait planifié bien plus que de simples mises en scène. Elle souhaitait exploiter la détresse de Noah pour amasser des crypto-paiements via la plateforme qu'elle avait créée sur le Darknet. Petit à petit, elle lui a imposé des humiliations, sous prétexte que c'était la volonté de leur audience, qui votait en temps réel pour décider des punitions. Noah n'avait aucun moyen de s'enfuir. Quant à Miguel, il s'est retrouvé impliqué par pur hasard. Sarah avait besoin de quelqu'un pour maintenir en état le matériel sur place, et quand Miguel a découvert la vérité, elle l'a assommé et attaché. Par la suite, elle a utilisé son nom pour égarer les soupçons. Le fait qu'il se soit trouvé parfois près de l'école ou qu'il ait accès à la ferme a suffi à alimenter la rumeur.
tout collait à merveille. L'enquête bascule alors vers Sarah, devenue la fugitive la plus recherchée de la région. Les autorités ne tardent pas à la localiser, car ses habitudes sur le net laissent des traces. Des paiements de crypto-monnaies sont retracés jusqu'à l'appartement d'une connaissance chez qui elle se cachait. Fin août 2024, elle est arrêtée. Elle refuse d'abord de parler, se mure dans le silence. Son visage, lors de la première audience, apparaît fermé, sans émotion apparente, comme si tout ce qu'on lui reprochait ne la concernait pas. Pour l'opinion publique, le choc est indescriptible. Voir une jeune fille de 17 ans, que tout le monde imaginait si gentille, si pleine de créativité, être accusée d'un acte aussi monstrueux. On fouille son ordinateur, ses disques durs, et on découvre l'ampleur de son activité criminelle. Elle avait construit une véritable entreprise du malheur de Noah avec un système d'abonnement permettant à des inconnus de voter pour les épreuves qu'ils subiraient. On met aussi la main sur la liste d'utilisateurs qui participaient à cette ignominie. Une quarantaine de comptes actifs apparaissent, originaires de plusieurs pays. La police alerte aussitôt les agences internationales. Certains de ces individus, surnommés modérateurs dans le système, avaient des droits supplémentaires et on les soupçonne d'être complices. Malheureusement, plusieurs de ces complices se sont volatilisés dans la nature. Quant à Miguel, il est vite remis de ses blessures et interrogé sous tous les angles avant d'être relaxé et innocenté. Les preuves montrent clairement qu'il a subi les assauts de Sarah et n'a jamais participé de son plein gré à l'enfermement de Noah. Néanmoins, il demeure marqué par cette tragédie. La communauté a d'abord jeté sur lui un regard accusateur. Émilie Karterova aussi doit composer avec la culpabilité. Son fils a été retenu 7 mois durant dans un lieu macabre, et c'est son absence répétée qui avait en partie favorisé le terrain de la manipulation orchestrée par Sarah. On ne peut que comprendre à quel point elle est anéantie d'avoir, malgré elle, été la cible du stratagème de la babysitter. La presse, avide de sensationnalisme, relate chaque détail de l'histoire, épluche tous les éléments sordides du site de streaming, soulignant la folie qui peut germer sur Internet lorsque l'on confie la destinée d'un enfant à des anonymes en quête de sensations extrêmes. On révèle que Sarah s'est elle-même inspirée de certains concepts de reality shows extrêmes trouvés sur le net et qu'elle espérait décupler sa propre notoriété grâce à ce contenu unique. Dans ses messages, elle revendiquait être prête à tout pour maintenir son audience, même si ça signifiait détruire la vie d'un innocent. Les internautes, horrifiés, se demandent comment une si jeune fille a pu sombrer à ce point. L'affaire provoque aussi un immense débat sur la sécurité en ligne, la responsabilité des plateformes, la facilité d'accès aux recoins du Darknet et sur la solitude affective des enfants. Noah, à sa sortie de l'hôpital, se retrouve plongé dans une médiatisation excessive. Tout le monde cherche à savoir comment il a survécu, quel était son état d'esprit, pourquoi il a accepté de suivre Sarah au tout début. Emily, constatant la violence de cette attention, décide de partir vivre dans un autre endroit, loin du tumulte. On ne connaît pas l'adresse précise. Elle et son fils sont placés sous protection, car le procès à venir va susciter de nouvelles vagues d'intérêt médiatique. Les mois passent. Noah commence une psychothérapie, tente de surmonter les cauchemars qui le hantent, ce sentiment de trahison profonde. Il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Les spécialistes lui offrent un suivi sur le long terme. La communauté, elle, se fractionne entre ceux qui condamnent Sarah comme un monstre inexcusable et ceux qui se demandent s'il n'y avait pas, dans son passé, des souffrances psychologiques qui l'ont conduite à commettre l'impensable. Le procès s'ouvre en février 2025 devant une salle comble. Sarah, désormais majeure, comparaît comme adulte pour enlèvement, séquestration, chantage,
production de contenu illicite à caractère violent et mise en danger de la vie d'un mineur. Le ministère public, représenté par une avocate déterminée, énonce les chefs d'accusation et présente les preuves, fragments de vidéos, relevés bancaires démontrant les gains substantiels qu'elle retirait de la plateforme, témoignages de Noah et de Miguel, messages privés où elle instruit certains modérateurs de ce qu'ils peuvent infliger à l'enfant. De l'autre côté, l'avocate de la défense cherche à plaider une forme de trouble mental grave. Elle met en avant l'absence de figure paternelle de Sarah, ses éventuels traumatismes, l'influence néfaste de la culture en ligne. Cependant, peu de personnes adhèrent à cette explication. Les juges et le jury se heurtent à la réalité glaçante d'actes perpétrés avec une grande lucidité et un sens aiguisé de la planification. Le témoignage de Noah, recueilli à huis clos pour le protéger, puis retranscrit par écrit, pèse lourd. Il décrit comment Sarah a monté progressivement le projet, comment elle lui a fait miroiter une complicité avant de le piéger définitivement. Les autorités exposent aussi les découvertes faites au domicile de la babysitter, du matériel de tournage, un cahier de notes détaillant tout un business model, ainsi qu'une correspondance en ligne dans laquelle elle se vante d'avoir trouvé un moyen de choquer et de dominer Internet. Au fil des audiences, la tension est palpable. Les médias internationaux reprennent l'affaire sous des titres racoleurs. L'ange blond du streaming devient le bourreau d'un enfant. On tente de contenir les spectateurs, d'épargner Noah qui n'assiste pas directement au débat. Son état fragile est documenté par les médecins et les psychologues qui assurent qu'il lui faudra des années pour dépasser cette expérience. Les enregistrements de l'abri souterrain, diffusés durant le procès à titre de preuve, soulèvent l'indignation générale. À chaque fois qu'ils sont évoqués, la salle se crispe. Les cris de Noah, l'air apeuré, la voix de Sarah, parfois transformée par des modificateurs, qui le dirigent. Les images de ce qu'elle nomme « mission » ou « défi » que le public anonyme finançait à coups de crypto. C'est d'une cruauté abjecte. Il est par ailleurs révélé que l'activité s'était poursuivie quotidiennement pendant plus de 6 mois, avec des pics d'audience sur le Darknet et de nombreux échanges sur des forums secrets où les spectateurs demandaient toujours plus de brutalité ou d'humiliation. La défense, de plus en plus acculée, n'a d'autre choix que de plaider la responsabilité mentale altérée. Mais les experts psychiatriques mandatés par la Cour démentent l'hypothèse d'une folie ou d'une pathologie grave. Ils concluent à une personnalité manipulatrice, portée par une soif de pouvoir et une volonté de briller coûte que coûte sur Internet. Sarah, elle, conserve un silence obstiné, ponctué de quelques déclarations prétendant qu'elle voulait seulement tester les limites et réaliser une performance artistique non conventionnelle. Personne dans la salle d'audience ne se laisse berner. Les preuves sont accablantes, et le fait qu'elle ait impliqué Noah, un enfant vulnérable, achève de la discréditer. En mars 2025, le verdict tombe. La Cour déclare Sarah Witmanova coupable de tous les chefs d'accusation principaux et la condamne à 31 ans de prison. Le juge insiste sur la gravité particulière des actes, la préméditation, la dimension transnationale de ces actes, puisqu'elle avait des spectateurs et complices dans plusieurs pays, et le caractère extrêmement pervers de sa démarche. La mère de Noah, présente pour entendre la sentence, fond en larmes à la lecture du jugement. Elle explique plus tard, à travers un communiqué, que ce chapitre restera une blessure à jamais ouverte, même si la condamnation de Sarah la soulage un peu. Quant à la traque des autres utilisateurs qui ont payé pour participer à ce cauchemar, elle se poursuit. Les enquêteurs ont identifié plusieurs adresses IP, certains ex-complices potentiels ont été arrêtés. D'autres terroristes ont réussi à disparaître. Au total, 42 clients payants ont été recensés, en Amérique, en Europe, en Asie.
on évoque la possibilité d'un réseau encore plus large, tant les ramifications du Darknet sont difficiles à démêler. Après le procès, Miguel Alvarez est blanchi de tout soupçon. Libéré, il tente de reconstruire sa réputation dans la communauté, de regagner la confiance des voisins et de son employeur. Il confie à un proche combien il se sent coupable de ne pas avoir perçu le danger plus tôt, de ne pas avoir signalé cette ferme abandonnée, mais il était loin d'imaginer ce que Sarah y fomentait. De son côté, Noah Carter, désormais âgé de 12 ans, poursuit un long travail de rééducation psychologique. Les médias finissent par lâcher prise, lassés par le temps qui passe, et laissent Emily tenter de rebâtir un foyer stable pour son fils. On suppose qu'ils ont quitté la région, puisque la curiosité et la compassion malsaine de certains rendaient impossible un retour à la vie normale dans Sherwood Park. La maison où ils vivaient est mise en vente. On ne sait pas où ils sont partis. On murmure qu'ils ont changé d'identité ou ont obtenu un soutien spécial de la part des services de protection des témoins. Les rares amis ou connaissances qui sont restés en contact ne donnent aucune information précise, soutenant qu'ils souhaitent juste protéger la tranquillité de la famille. Dans les rues de Sherwood Park, un certain malaise persiste. Les parents regardent différemment les babysitters, on se méfie des plateformes virtuelles et plusieurs associations locales se mobilisent pour exiger une meilleure régulation d'Internet et plus de sensibilisation à la cybercriminalité. L'histoire de Noah demeure un témoignage glaçant des dangers du virtuel lorsqu'il entre en collision avec la vulnérabilité d'un enfant en manque d'affection. C'est aussi un rappel que derrière une image lisse et sympathique peut se cacher un esprit froid et manipulateur. On se souvient des reportages qui, après le procès, ont voulu tirer la sonnette d'alarme. Comment une jeune fille de 17 ans, sans antécédent judiciaire, a-t-elle pu organiser un réseau criminel d'une telle ampleur? Les spécialistes expliquent qu'à l'ère des réseaux sociaux, la célébrité, même négative, peut fasciner. Sarah recherchait vraisemblablement l'adrénaline, les applaudissements virtuels, l'argent facile. Cette affaire laisse un goût amer. Le plus troublant, peut-être, c'est de se dire que Noah a, durant les premiers jours, cru participer à une mise en scène destinée à regagner l'attention de sa mère. Ce besoin de reconnaissance enfantine, combiné à la soif de reconnaissance en ligne de Sarah, a abouti à une spirale de violence. Les psychologues soulignent l'importance de créer des espaces de dialogue entre parents et enfants, de reconnaître les signaux de souffrance ou de manipulation, surtout quand un ado ou un préado se noie dans des mondes virtuels sans repère. Aujourd'hui, on raconte que Noah essaye de reprendre le cours de son existence, de se réaccoutumer à la vie quotidienne, mais qu'il demeure profondément traumatisé. L'été lui rappelle l'enfermement étouffant qu'il a subi. L'hiver lui rappelle le moment où tout a commencé. Les cauchemars, les insomnies, les crises d'angoisse font partie de son quotidien. Il reste suivi par des thérapeutes. Emily, toujours rongée par une culpabilité qu'elle ne parvient pas à effacer, consacre désormais tout son temps à veiller sur son fils. Elle a délaissé son métier d'infirmière à l'hôpital pour faire de petits boulots moins exigeants, ou du moins quelque chose qui lui laisse la possibilité d'être présente au maximum. Son regard a changé. Elle est encore plus protectrice, parfois presque excessive, mais c'est son moyen à elle de réparer ce qu'elle considère comme sa propre défaillance. Bien sûr, il ne s'agit pas vraiment de sa faute, mais un sentiment de culpabilité de ce genre ne se maîtrise pas par la raison. De nombreuses associations locales et nationales se sont aussi mobilisées, réclamant des renforcements législatifs pour la protection des mineurs sur Internet. Des initiatives de sensibilisation voient ce jour le jour afin de repérer plus vite les signaux d'alerte, de promouvoir une vigilance accrue auprès des parents et de clarifier les espaces en ligne plus ou moins dangereux. Sur le plan judiciaire, les retombées de ce procès se font encore sentir, car le démantèlement du
réseau des 42 est en cours. La police canadienne coopère avec Interpol pour identifier chaque utilisateur inscrit sur la plateforme. Certains ont déjà été arrêtés et feront face à des charges de complicité ou de participation à des actes criminels. D'autres sont encore introuvables. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis. Le juge qui a prononcé la sentence de Sarah a rappelé que la justice moderne ne peut pas se limiter au ressort local, que les crimes en ligne exigent une coopération internationale sans faille. Il a aussi déclaré que cette affaire devait servir de catalyseur pour alerter parents, législateurs et opérateurs d'infrastructures Internet sur la nécessité de mieux protéger les enfants. Il n'y a pas encore de loi parfaitement calibrée pour faire face à des scénarios aussi extrêmes, mais on constate une prise de conscience progressive. Ainsi, cette tragédie a transformé à jamais les vies de Noah, d'Emily et de Miguel, et au-delà, elle a semé l'effroi dans la communauté de Sherwood Park. Les routes enneigées de janvier 2024, où l'on pensait juste voir un garçon rentrer sagement de l'école, ont laissé place à un vide. On a retrouvé ce garçon, bien vivant, 7 mois plus tard, dans un enfer souterrain. Si l'on regarde le cheminement, on voit à quel point la confiance, la trahison, la détresse et l'isolement ont pu s'entremêler, jusqu'à engendrer un drame qui a ébranlé le pays tout entier. Le visage innocent de Sarah, scruté par les caméras durant son procès, est devenu l'archétype de la duplicité adolescente capable du pire. Le sien n'était sans doute pas un cas unique, hélas, mais la cruauté de son acte restera dans les annales. Pourtant, au milieu de cette noirceur, on doit saluer l'obstination de quelques enquêteurs consciencieux, l'assistance d'informaticiens chevronnés, la volonté indéfectible d'Emily de croire que son fils était encore en vie. Cette ténacité a permis de briser la machination de Sarah. On doit aussi reconnaître que Miguel, longtemps pointé du doigt, a finalement aidé la cause en fournissant, bien malgré lui, l'élément qui a mis la police sur la bonne piste. Sans son accès régulier à la ferme, Sarah n'aurait peut-être jamais été découverte, ou peut-être plus tard encore, quand les choses auraient viré à l'atroce. Il est donc évident que, malgré tout, une collaboration, même indirecte, a permis de sauver Noah d'un calvaire. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que cette affaire continuera d'alimenter les discussions sur la sécurité des enfants, l'éthique des diffusions en direct et le rôle délétère que peut jouer la recherche effrénée de popularité. Pour ma part, j'espère que ce récit vous aura offert un éclairage sur l'importance de rester vigilant, de parler à nos enfants, de surveiller leurs activités en ligne et de cultiver la confiance qui leur permettra de se confier dès qu'un élément suspect apparaît. J'ai suivi cette histoire avec la même émotion que vous, et en tant que femme, je ressens une peine immense pour Emily, qui voulait simplement gagner sa vie et offrir le meilleur à son fils, sans se douter de ce piège qui se tramait dans son propre foyer. Je vous remercie de votre écoute attentive et de m'avoir accompagnée jusqu'au bout de ce récit. Si vous souhaitez en savoir plus ou continuer à explorer d'autres affaires tout aussi fascinantes, je vous invite à regarder les prochaines vidéos que j'ai préparées pour vous. J'ai hâte de partager avec vous de nouveaux dossiers et de nouveaux témoignages. Votre présence et vos retours me sont précieux et j'espère que mes histoires vous aident à prendre conscience de la réalité complexe qui nous entoure. J'apprécie vraiment votre fidélité et votre soutien, et je suis impatiente de vous retrouver pour d'autres immersions dans l'univers criminel. Prenez soin de vous, et à très bientôt.